No pain, more gain. Bienvenue dans le podcast qui explore l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'un sportif pour parler de ce qui se cache réellement derrière ses performances, les 99% de sa vie que personne ne voit. Moi, c'est Edouard, ancien sportif de haut niveau pendant 15 ans dans le volley. J'ai arrêté ma carrière à 32 ans, après 52 sélections en équipe de France, mais aussi un burn-out, des blessures et des galères financières. Je suis bien placé pour savoir que derrière chaque sportif se cache un homme ou une femme comme vous, avec des hauts et des bas, face à ces challenges du quotidien, de la blessure physique à la pression psychologique. Dans chaque épisode, vous ressortirez avec les secrets des plus grands sportifs pour trouver votre propre équilibre, parce que je suis convaincu que nous sommes tous à notre échelle des sportifs de haut niveau. Salut Arthur, comment ça va ? Salut, très bien, merci et toi ? Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast No Pain, More Gain. T'es en vacances en ce moment, c'est ça ? Yes, c'est ça. Très heureux d'être parmi vous, avec toi, aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. T'as bien récupéré depuis le dernier match contre Bordeaux ? Ouais, c'était samedi, donc maintenant on a J+3 quasiment, donc c'est bon. La récupération est passée, plutôt en forme, donc c'est cool. J'ai vu qu'au classement, vous étiez 12e. Du coup, vous êtes sorti de la zone relégable. Donc, ça, c'est une bonne chose pour Montpellier. Ouais, très bonne chose. Ouais. C'était une saison un peu particulière pour le moment, mais là, on est dans une bonne dynamique. On a 4 victoires d'affilée là depuis 2024, donc c'est chouette. Donc il faut continuer comme ça. On a une bonne semaine de rec maintenant, donc ouais, c'est plutôt cool. Donc, en tout cas, pour revenir sur le podcast, aujourd'hui, je suis ravi de te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Arthur, toi, tu es rugbyman professionnel depuis maintenant 6 ans. Donc, tu joues au club de Montpellier Hérault Rugby. C'est ton club de cœur. Ça fait depuis tout petit que tu es là-bas. Tu as été champion de France en 2022 avec eux. Et ensuite, tu comptabilises, il me semble, donc c'est 18 sélections avec le 15 de France, avec qui tu as participé à la dernière Coupe du Monde 2023. Donc en France, ça devait être d'ailleurs incroyable Ouais, c'était plutôt à sympa. vivre. Et, Pas le résultat, malheureusement, mais ouais, mais après, l'expérience en soi, ouais, c'était quand même. je pense que nous, derrière les écrans, en tout cas, on a bien vibré. Ouais, tant mieux. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment tu as vécu ces 2 dernières années qui ont été difficiles pour toi, parce que tu as traversé le pire ennemi de l'athlète de haut niveau, la blessure, je dirais même les blessures. Et malgré tout, à chaque fois, tu es revenu à ton top. Et c'est ce qui montre à chaque fois la force de caractère que peut avoir un sportif. Et nous, ce qu'on veut comprendre, c'est comment tu as fait pour faire face à cette blessure et partager les clés donc à tous les auditeurs aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, raconter ton histoire, nous dire d'où tu viens et comment tu es arrivé rugbyman pro ? Ouais, ok, c'est parti. Je m'appelle Arthur Vincent, je suis né à Montpellier, j'ai 24 ans et donc j'ai grandi dans la région, notamment à Moguio, où j'ai commencé le rugby là-bas à l'âge de 5 ans. Donc j'ai 2 sœurs, moi je suis au milieu, une grande et une petite. Donc voilà, pour le moment, depuis ces 24 dernières années, moi j'ai grandi ici. Donc j'ai commencé, comme je te le disais, le rugby à Moguio. J'ai commencé par du judo. Ok. J'ai fait une première année de judo, une première année de rugby, mais le judo, ça m'a pas du tout plu. Je rentrais en pleurs à chaque fois à la maison, donc c'était pas quelque chose visiblement qui était fait pour moi, du Ça a moins. dû te donner les bases, en tout cas, Peut-être, oui. par rapport au rugby Ouais, aussi. je pense. Mais après, c'était peut-être trop. Je sais pas. Bonne question en tout Ouais. cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pas accroché. Ok. Et après, j'ai fait du tennis en parallèle du rugby pendant 5 ans, donc j'ai vraiment bien kiffé. Donc ça, c'était chouette. Et donc voilà. Après. Donc j'ai été au collège de l'Étang de l'Or à Moguio, donc j'ai pas trop bougé et le rugby a commencé à devenir un peu sérieux à partir du lycée D'accord. où là j'ai intégré à l'époque c'était une structure fédérale, c'était un pôle espoir qui était à Béziers, donc le bassin ça allait de Perpignan jusqu'à Nîmes, il me semble. Notre pôle espoir était à Béziers, on avait 10 en France. Ouais, il y a Euh, plusieurs pôles espoirs. c'est ça. Parce qu'au volley, on a le même système. On a des pôles espoirs un peu partout dans les régions en France. Et ensuite, on a un pôle France. Voilà, c'est un peu ça. C'est Ok. exactement ça, où il y avait, il y en avait 10, comme je te le disais, en France. Et après, à la finalité, c'était le pôle France. Ok. Donc, à l'issue de ces 3 années de lycée, il y avait ce fameux pôle France qui, après, nous, notre génération, les 99, on l'a pas connu. Qui se trouve où ?
qui se trouvait à Paris, à Marcoussis, au Centre Marcoussis, national de ouais, rugby. c'est Mais ça. ça, ça c'était de l'ancienne époque parce que ça n'existait plus, ça n'existe plus. Maintenant, c'est remplacé par des académies. Donc, D'accord. c'est via les clubs, c'est beaucoup plus. C'est différent, c'est plus le même, on va dire, le même système. Mais toujours est-il que du coup, moi, ça a été un peu mon parcours après le collège à Moguio, où j'ai intégré, comme je te le disais, cette structure qui est faite pour le sport de haut niveau, en fait, où je pense que tu l'as vécu, tu le connais. Voilà, tout est fait en fonction de ton emploi de ton emploi du temps pardon, sportif. T'as quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'ai 15 ans, je suis en seconde, donc je crois que je sais Ok. jamais, mais je crois que c'est ça, 14-15 ans. Donc à 14-15 ans, déjà, là, tu rentres dans une structure où tu as en parallèle les études, le sport de haut niveau. C'est ça. Ça devient vraiment sérieux à partir de cet âge-là. Oui, alors l'année d'avant, quand j'ai rejoint Montpellier, là déjà, quand intègres l'équipe de Montpellier, déjà c'est quelque chose d'énorme, hein. Ouais, C'était un ouais. rêve donc de jouer même Montpellier en jeune. Enfin, ça, pour moi, c'était déjà sérieux. Bon, en tout cas, je le voyais comme un kiff, hein, pas du tout Ouais. comme j'ai envie de devenir professionnel à ce moment-là ou autre, mais de pouvoir jouer avec les meilleurs dans cette équipe de Montpellier qui, pour nous, Melgoriens, pour les équipes un peu aux alentours, Ouais, parce que des comment petits ça se villages. passe? Tu es dans ton petit village de Moguio, qui est d'ailleurs un super club formateur Yes. de jeunes rugbyman. C'est quoi? T'es repéré en fait lors de détection, lors de matchs entre jeunes? C'est ça. Alors le détail, je l'aurais pas, mais oui, c'est complètement ça. Tu commences les sélections départementales en quatrième. Ok. Donc là, pareil, hein, tu commences un peu à voir ces premières sélections, ces premiers moments, ces premiers rassemblements qui sont vraiment de chouettes moments, mais où ça reste une sélection. Donc à partir de là, je pense qu'on est, voilà, on est répertorié. Enfin, je sais pas, j'ai pas les bons termes, T'es mais repéré? on est repéré et Ouais. c'est comme ça que ça s'est fait. Où on est venu voir mon papa tout simplement en disant que Montpellier était intéressé pour me recruter. Enfin, ça s'est fait comme ça. D'accord. Et après, c'est comme ça que j'ai rejoint Montpellier l'année suivante, donc en troisième. Ouais. Donc là, voilà, c'était déjà. Je faisais plus que du rugby à ce moment-là. Avant, j'ai toujours fait plusieurs sports. C'était soit du tennis, soit après au collège, c'était des sports de raquettes, c'était du bad ou ce genre de choses. À partir de la troisième, c'était deux voire trois entraînements par semaine le soir, plus les rendez-vous le week-end. Où là, enfin là, c'était tout autre chose, c'était un autre niveau. Donc à partir de là, j'ai fait plus que du rugby, mais non, voilà, juste dans l'état d'esprit de me dire j'ai la chance de jouer à Montpellier avec les meilleurs et de jouer contre les meilleurs, contre les meilleures équipes dans le championnat à l'époque français, etc. Donc c'était déjà un truc de fou, quoi. C'est déjà une super réussite, toi, en tant que jeune, Ouais, jeune alors je rugbyman. parle même pas de réussite à ce moment-là, je pense, mais c'est juste un énorme kiff, quoi. Ouais, Et ouais, je, ok. bon, enfin, je l'avais, je pense qu'on l'a tous, et tu l'as, cet esprit de compétition de te dire t'es avec les meilleurs, quoi. Ouais. Tu as la chance de faire partie de ça et tu as envie voilà, de voir, de découvrir tout ça aussi. Ok. Donc, Et donc pardon, excuse-moi, tu parlais de ton père tout à l'heure. Tes parents, ils t'ont toujours soutenu justement sur le choix d'aller vers le sport de haut niveau? oui, alors ils m'auraient soutenu, ils nous soutiennent dans toutes nos décisions. Ils sont vraiment à fond derrière nous et avec mes sœurs, mais notamment avec moi. Et ils m'ont toujours vraiment bien accompagné. Et c'est que parce que j'ai eu la chance d'avoir été accompagné par eux, notamment, que j'ai pu découvrir tout ça. Et comme tu me le demandais, ouais, ils m'ont énormément soutenu. Il y a toujours un peu, avec mon papa, on en parle souvent, et lui, c'est un peu l'image et le moment où le rugby c'est devenu particulier, ou en tout cas c'est devenu peut-être sérieux. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais Il était rugbyman? non, le footeux à la base, D'accord. plutôt footeux, et après il a fait du rugby lui en université, Ok. mais sinon plutôt très sportif, mais plutôt footeux, mais il a quand même touché un peu au rugby. Et justement, comme je te le disais par rapport au pôle espoir, où c'était le pôle espoir qui t'a envoyé le dossier et pas toi D'accord. qui candidatais. Donc c'était déjà là, tu vois, une certaine forme aussi de sélection. Et quand tu recevais ce fameux dossier, c'était juste génial. Et à ce moment-là, donc ça voulait dire, même si c'était pas très loin, c'était que à 45 minutes, ça voulait dire quitter le cocon un peu familial, être à l'internat à Béziers. Et pour papa et maman, j'imagine que c'est voilà, Ouais, leur fiston qui part de la maison quelque c'est part, même clair. si tu rentres le week-end et que tu es qu'à 45 minutes de voiture, c'était déjà quelque chose. Donc sûrement qu'ils ont dû cogiter. Et à ce fameux, on était à la maison dans la cuisine où il m'a posé un peu cette question, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on avait le dossier,
Et donc, enfin, on a toujours été tout ça pour dire que pour mettre un peu en relief pardon, le fait ils ont toujours été là, ils m'ont toujours accompagné. Et au contraire, moi, ma décision, c'était si j'avais ce que je lui ai répondu, c'est si j'ai la possibilité de pouvoir faire jouer à plus haut niveau. C'est Moi, j'ai clair. envie de la saisir. Enfin, je sais plus quels étaient mes mots, mais en gros, ça tournait autour de ça. Et ils m'ont juste dit, feu. Enfin, on te soutient et si c'est ta décision ou autre, on est à fond avec toi. Et ça, voilà, c'est juste d'avoir ses parents. Ouais, Moi, non, c'est hyper important, hein, mes proches, ma famille, et de sentir ce soutien et de bénéficier de ça, de grandir autour de ça, c'est encore plus simple. Je sais pas, mais en tout cas, En tout c'est cas, important. Ouais. c'est un pilier essentiel, je pense, dans tous les cas, dans son parcours d'athlète. Ouais. Je pense que tu nous en reparleras tout à l'heure, mais pendant tes blessures, ça a dû être aussi, un pilier très important. Donc là, ça y est, donc, le rugby, c'est sérieux pour toi. T'as 15-16 ans, tu es sélectionné dans les équipes de France jeunes aussi. C'est ça. Donc, à partir de là, j'imagine que ça y est, tu es dans la spirale pour devenir professionnel. Quand est-ce que ça a été vraiment le déclic pour toi, ce passage en fait je suis jeune rugbyman et je passe pro? Je suis pas sûr qu'ils soient encore là, mais en tout cas, j'ai eu ce déclic de me dire, j'ai compris aussi ce que c'était un peu les sacrifices. Parce que moi, à la télé, quand tu vois des athlètes dire, quand ils reçoivent des médailles, je comprenais pas, c'est beaucoup de sacrifices. Je comprenais pas ce que ça voulait dire concrètement, à part se sacrifier. Ou Ok. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu rentres tous les week-ends et qu'il faut travailler et qu'après tu pars en déplacement, etc. Et que tu vois pas tes meilleurs potes qui habitent à 2 maisons, mais tu peux pas le voir. Mais là, ça me frustrait beaucoup. Et là, tu t'es dit, ah bah oui, en fait, c'est ça peut-être les sacrifices. Et de partir, de me dire, je pars en internat, je quitte papa et maman, mes sœurs, mon Mogyo quelque part, parce que moi, c'est assez fort et important pour moi. Je fais pas ça pour rien, ou en tout cas. Ouais. J'ai eu ce déclic de me dire je me donne toutes les chances, ou en tout cas je fais tout pour mettre je mets tout en comment dire, je fais tout pour me donner la possibilité de, et pas je fais enfin tu vois, j'avais basculé c'est compliqué à exprimer, mais de me dire et ben voilà, je suis parti, je suis au pôle espoir, je vais pas me coucher à n'importe quelle heure, je vais être sérieux, je vais faire les choses, je pars pas là-bas pour faire n'importe quoi, ou parce que sinon je reste à la maison, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Un peu non, dans l'état d'esprit. Donc là, il y avait peut-être déjà un premier déclic. ouais. Et moi, j'étais très dans tout ça, à l'écoute, et essayer de faire les choses au mieux. Et je pense que c'est ce qui m'a servi. Après, peut-être j'étais trop dans certaines, trop dans un, enfin, c'était peut-être à des moments trop. Mais en tout cas, il y a eu ce premier déclic là, mais pas forcément de me dire, je crois pas en tout cas, de me dire je veux absolument être rugbyman professionnel. C'était pas au jour le jour, mais déjà en seconde, il y avait ça et ça comme possibilité. Bon, après, je pense qu'au fond, tu l'as tous quand tu as un peu cet esprit de compétition, et quand tu évolues et que tu as la chance de goûter à toutes ces chouettes parts du gâteau, une fois que tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de découvrir, enfin, ça fait rêver. C'est le rêve ultime. Mais moi, je me suis jamais peut-être permis de me dire c'est ça que je veux, ou je veux Ok. être pro, ou parce Et- que quelque part, je me l'autorisais même pas. Ça me paraissait tellement immense. C'est pas pour moi que. Enfin, Si je te rejoins là-dessus parce que je pense qu'on est assez similaires. J'ai vécu vraiment la même chose ouais. aussi avec le volleyball où j'étais dans une bande de copains à la base et à chaque fois je performais et il y a eu ces stages de détection et à un moment donné on se retrouve à être en équipe de France jeune et un jour on joue son premier match en professionnel, en première division. Toi, ton premier match, tu t'en souviens en pro? Ouais, carrément. Ouais. C'était où? C'était au Stade Français, c'était à Paris. Ok. Contre le Stade Français Paris, j'étais remplaçant. Et je rentre, c'est Benji Fall qui sort sur blessure. Je rentre. Et c'était Alex King, l'entraîneur des trois quarts à l'époque, qui me dit tu peux jouer à l'aile. Moi, j'avais jamais joué à l'aile. Donc, du coup, pris de panique, premier match. Non, je joue au centre. Oui, parce que tu joues centre. Ouais, c'est ça. Donc, D'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas le rugby, est-ce que tu peux juste nous expliquer ton rôle ouais. rapidement? Même pour moi, parce que je suis pas non plus technicien, donc ça peut m'aider. Donc les rôles on est un peu au centre du jeu. Okay. C'est un rôle qui est assez complet. Moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ce poste, c'est que on touche à différentes tâches, à la fois obscures dans le sens des tâches de combat où il y a pas mal de plaquage à faire, on va dire, de tout je grossis le trait un peu pour bien sûr. qu'on comprenne, mais voilà, il y a ce rôle-là aussi qui est vachement important.
Et aussi, dans la fluidité du jeu, dans la continuité, aider notre numéro 10, essayer de voir, d'anticiper, de voir les coups aux extérieurs ou autres, et de faire on est un peu au centre du jeu, donc essayer soit de fluidifier le jeu, soit aussi de transpercer, de transpercer les défenses. C'est assez complet, c'est assez chouette D'accord. parce que selon le profil d'un mec, tu vas avoir un centre qui va être hyper costaud, qui lui, on va s'en servir pour justement faire un gros centre au milieu du terrain pour aspirer les défenses et pouvoir jouer après les contourner. T'en as qui vont être vachement sur de l'évitement, donc c'est selon le profil du mec intrinsèque physiquement ou même. T'as la possibilité voilà, de faire pas mal Et de toi, choses. tu te considères sur quel type de profil? D'ailleurs, pour les auditeurs, tu mesures combien et tu pèses combien? Je fais 1m82 pour 92 kilos. Ok, donc quand même costaud, mais on va dire athlétique. Plutôt ouais, costaud, je sais pas, pas trop. Enfin, pas trop, Enfin, ça va. Mais c'est pas par rapport à d'autres à centres. d'autres, ouais, ouais. Enfin, ouais, j'ai presque envie de dire pas du tout, même si j'espère que je me défends. Mais oui, moi, alors moi, mais justement, je peux être un peu. Je peux à la fois être ce côté un peu athlétique, se déplacer vachement, être beaucoup dans l'énergie, et aussi avoir cette qualité j'espère, d'impulser, d'être un peu ce côté un peu tranchant, etc. Donc je suis un peu je pense un profil plutôt peut-être un complet. Ouais. Et le fait de jouer aussi à l'aile, j'imagine, c'est que tu as des capacités à aller vite. Parce que j'ai vu en tout cas que tu étais capable de jouer également à ce Ouais, poste-là. Toi d'ailleurs, entre les deux, tu as une préférence? plutôt centre. Je me Centre quand sens plus même. à l'aise au Ok, centre et je pense que je peux apporter plus au centre. Mais après, de jouer à l'aile, c'est un challenge à chaque fois parce que c'est pas mon poste de prédilection. d'accord. Et moi, dans mon état d'esprit, c'est que si tu joues à l'aile, tu développes entre guillemets des compétences qui vont t'aider au centre Ok. et que je veux développer aussi au centre. Notamment, pardon, les ailiers, c'est ceux qui finissent les coups, ceux qui vont marquer les essais. Donc, sur un ballon ou sur le peu de ballon que tu as, tu dois être décisif. Donc, voilà, donc si tu le travailles en étant à l'aile, aussi au centre, tu peux le. Enfin, tu vois, il y a vraiment une complémentarité aussi à avoir et à trouver. Et c'est pour ça aussi que ça peut me plaire de jouer à l'aile, Ok. même si je préfère jouer au centre. Et après, le plus important, c'est de trouver un poste où tu peux enchaîner et avoir un certain bagage et une certaine sérénité aussi pour enchaîner rien que les semaines d'entraînement ou les matchs Ouais, pour bien essayer sûr. d'après de performer ou d'apporter le plus à l'équipe. Mais c'est vrai que sur ce poste d'ailier, ouais, tu peux être, c'est finir les coups. Aussi la défense, c'est vachement important parce que c'est particulier. Tu as le R3, tu as la couverture, Là, tu vois, tu développer. commences à me parler chinois. Ouais, je commence à. C'est plus Mais spécifique, mais. ça marche. En tout cas, Ouais. super, super intéressant. Donc là, tu joues ton premier match donc, contre le Stade français. Et derrière, comment ça se passe? Donc c'était en quelle année? C'était en 2017, il me semble. Ouais, la saison 2017-2018. Et derrière, comment ça s'enchaîne? Qu'est-ce qui se passe exactement pour toi sur les saisons qui suivent? Alors ça, j'avais fait pas mal l'ascenseur avec l'équipe professionnelle. Donc à ce D'accord. moment-là, j'étais avec les espoirs. Donc en gros, en étant en centre de formation, donc c'était un peu l'équipe jeune de 18 à 23 ans, on va dire, de l'équipe professionnelle. Donc l'antichambre un peu de l'équipe professionnelle Ouais, ouais, je des vois très jeunes, on bien. va Ouais, dire. ouais. Et donc du coup, moi, je fais ce premier entraînement, ce premier match avec l'équipe première. Et c'était aussi donc c'était ma première année avec l'équipe de France moins de 20 ans. Donc il en découle ça. Donc j'ai fait, comme je te disais, pas mal l'ascenseur entre faire des semaines avec les pros, faire ce premier match quand il y a des blessés ou avant de partir avec l'équipe de France Jeune, notamment l'équipe de moins de 20 ans. Donc ça a Avec été. qui t'as été vous avez gagné la Coupe du Monde? C'est ça, ouais. Ça, c'est 2018, 2019, ouais, 18. Ok. 2018, la première année en France. C'était Ok. chouette à Béziers en plus. Et donc du coup, après, ouais, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer avec cette équipe de France moins de 20 ans, les 6 nations, après aussi ce fameuse Coupe du Monde. Et c'était une année qui a été vachement importante parce que c'est là où tu progresses le plus au contact des pros, Ouais, aussi ouais. du haut niveau, que ce soit avec l'équipe de France moins de 20. Donc ça t'apporte tout le bagage technique, c'est là où tu apprends le plus, physiquement aussi, et surtout après en termes d'expérience. Ça, je trouve que c'est hyper important avec du recul. C'est ce qui t'aide après aussi pour tes équipes pro. Toutes les expériences équipe de France Jeune, notamment Mm. les moins de 20 ans, avec l'équipe de France pardon, des moins de 20, parce que ça va t'apporter un bagage, une expérience de vie collective, mais aussi individuelle par rapport aux exigences du sport de haut niveau, Ouais, ouais, par rapport complètement. au match que tu vas jouer, qui t'aide vachement et après dans Et dans la d'ailleurs, continuité. ça, c'est une question que j'avcomment
se gère le vestiaire d'ailleurs au rugby, parce que ça transpire de valeur, le rugby, en tout cas de l'extérieur, on trouve que c'est très puissant. Entre les anciens, donc les pros, et les jeunes qui arrivent, qui sont les pépites, et qui débarquent avec plein de confiance, parfois même de l'arrogance. Il y en a qui sont peut-être trop confiants dans le vestiaire. C'est quoi la relation d'ailleurs avec les anciens quand on arrive dans une équipe professionnelle? Elle est très bonne. Ils sont aussi passés par là, donc ils ont ce vécu-là, et ils savent, ils ont cette expérience qu'on n'a pas au départ. Mais comme tu disais, un vestiaire, c'est un équilibre. Donc un équilibre entre, ça peut être des nationalités différentes, des mecs différents, chacun est unique, chacun a vraiment sa personnalité. Donc à partir de là, ça fait beaucoup de choses, un gros mélange. Et aussi, comme tu le disais, il y a des mecs avec plus d'expérience, d'autres qui arrivent. Et chacun a une place vraiment importante au sein du vestiaire, parce que ça apporte un équilibre, ça apporte les jeunes de l'émulation, comme tu disais, tu peux avoir de l'arrogance, je sais pas, mais en tout cas, tu apportes ce peps ou cette insouciance qui fait que. De l'insouciance, ouais, Ouais, pas c'est mal. exactement C'est le bon mot, ça. Ouais, une certaine insouciance qui va apporter de l'émulation aux plus anciens. Donc, tu vois, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour répondre à ta question, les anciens, en tout cas les plus expérimentés, pour froisser personne, ils sont vachement importants parce qu'ils nous apportent toute leur expérience, tous leurs conseils. Ils nous intègrent parce que c'est vachement important. Et après, comme tu le disais, je ne saurais pas comment les valeurs, après, comment tout ça existe, mais c'est par ce biais-là qu'après les choses se font naturellement, mais ils ont une place hyper importante pour nous les jeunes, rien que pour nous cadrer aussi, parce que on connaît pas tout ça, on connaît pas les exigences, on connaît pas le monde, on connaît pas un vestiaire, on sait pas comment se comporter. Oui, ça crée cet équilibre qui est essentiel après derrière pour performer. Ouais, sur une saison pour l'équipe et après tous les week-ends. Ouais. Donc pour revenir un peu aussi sur donc là tu as ton début de carrière en tant que professionnel. Donc tu joues sur cette première saison après donc avec Montpellier, donc c'était la saison 2018-2019. Ouais. Ta première sélection avec le 15 de France, tu t'en souviens, c'était quand ça? C'était tournoi destination 2020, la première sélection, c'était contre l'Angleterre. Ok. Donc ouais, bon, c'était quelques premières secondes, on va dire. Okay. mais c'est à la suite d'un forfait de dernière minute que moi j'étais 24e, donc ceux qui font l'échauffement et de base je devais être en tribune, mais ce qui était déjà énorme à mon âge, etc., de me retrouver là, c'était un kiff total. Et à la suite d'une blessure, du coup, je me retrouve sur cette fameuse feuille de match des 23. Et donc, du coup, je remplace Viry Vakatawa à la fin du jeu. Il y avait une mêlée encore importante à défendre. En tout cas, je rentre à ce moment-là. Et c'était ma première sélection, mais ces premières secondes de folie au Stade de France. Il y avait ma famille, mon papa qui était là. C'est incroyable de jouer au Stade de France sur sa première sélection. En plus, tu t'y attendais pas forcément. Non, non, pas du tout. Donc c'est juste, c'est des souvenirs de fou, le tournoi en général, parce qu'après, du coup, on recevait l'Italie, pareil, au Stade de France la semaine d'après, et j'ai pu commencer le match. Donc, c'était une période qui était, franchement, un truc mental, un truc de fou. Et avec des mecs, en plus, on était pas mal de Montpellier. Je pense forcément en Tauboutier, parce qu'on a fait nos premières sélections ensemble, nos premiers moments avec les Bleus ensemble. Donc, c'est des moments qui sont forts, et tout ce que ça en découle. Tous les moments, les souvenirs c'était vraiment un truc de fou. Donc là, tu sens que tu passes un cap à ce moment-là ou pas? Ça va très vite, mais oui, forcément. Après, tu t'entraînes. Rien que faire partie de cette liste des 42 avant même de penser à jouer un match, il y a des caps qui se franchissent petit à petit, mais rien qu'en étant présent, en faisant les semaines d'entraînement, en découvrant encore ces exigences, parce que c'est encore un autre niveau, c'est encore des nouvelles têtes. Tu t'entraînes avec les meilleurs au monde, potentiellement tu peux jouer contre les meilleurs de la planète avec les meilleurs entraîneurs. Ça va vite, t'as même pas le temps en fait de t'en rendre compte, et tu te dis même pas je suis en train de franchir un cap, tu kiffes le moment. Et c'est impossible, même maintenant j'ai un peu plus de recul, mais sur le moment c'est impossible de te rendre compte de la chose, et tu veux pas en plus tu veux juste kiffer et à croquer la part du gâteau à plein dents. Et
et voilà, et kiffer, quoi, c'est le plus Ouais, important. je me souviens aussi de ma première sélection en équipe de France indoor, c'était exactement pareil que toi. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer suite à une blessure, mais à 2 blessures coup sur coup. Ok, Donc j'ai eu vraiment de la chance. c'est comme ça que tout le monde commence comme ça. Donc à l'époque moi je jouais libéro, donc c'est celui qui a le maillot différent dans Ok, une équipe de volley. Et donc, il y avait en gros les 2 joueurs stars à ce poste-là. Donc, c'était Hubert Hainaut et Jean-François Exiga. L'un des deux, je l'avais en poster dans ma chambre pour te dire. c'est énorme. Donc, ça fait toujours très drôle. Et comme tu dis, ça va super vite. En fait, tu as un premier blessé, tu te retrouves à rentrer dans le squad. Puis l'autre se reblesse. Et en fait, tu te retrouves à jouer le match. Et tu as ta première sélection. Donc, moi, à l'époque, c'était au Venezuela. Donc, c'était à l'autre bout de la terre. Putain. Et d'ailleurs, c'était pas mal, il y avait 15 000 personnes. Enfin, et ça se passe super bien, on gagne le match. Et en fait, on se retrouve avec une victoire. Donc, première sélection. Donc, Première victoire. Ouais. et du coup, ça va super vite. En fait, t'enchaînes et tu te retrouves à un certain statut, donc le fameux statut d'international, qui, bah, mine de rien, après, derrière, est hyper intéressant pour la suite de ta carrière. En tout cas, Ça change ta vie quelque part. complètement. Ouais. Il y a un gros switch à ce moment-là. Donc toi, tu es à ce moment-là dans ta carrière. Comment tu te sens quand tu reviens du coup en club, où tu reprends une saison, si c'est ça, on est en 2019-2020, 2020 à peu près. Donc tu es en forme, tu es bien mentalement. Et là, on va donc arriver à cette première blessure. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et voilà, même dans les détails, quel match c'était, qu'est-ce que tu as ressenti. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut comprendre aujourd'hui parce que je pense que ça a été un premier gros coup dur à traverser, mais qu'aujourd'hui, tu as su faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était début de saison, j'ai plus la saison en tête, 2021 il me semble. Bah, c'était au bout du 3 ou 4e match, où en fait mon genou lâche, je me fais les croisés. Donc c'était à l'issue, d'une grosse saison, où on avait beaucoup enchaîné, on avait beaucoup joué. C'était la saison post-Covid, donc on avait repris plus tôt en club. Ok. Enfin, c'était vraiment un contexte qui était particulier, mais on s'était vraiment préparé, on était prêt pour jouer cette saison. Mais Donc, tu avais fait toute une prépa en fait, ouais, en comme gros, d'habitude. on avait repris alors, j'ai plus les années exactes, mais on avait repris en juin, la prépa physique. Ouais. La saison commençait en fin août, début septembre. Et la saison, donc, en gros, tu commences en juin et elle s'était terminée l'année d'après en fin juillet, début août. Donc c'était une saison quasiment enfin, c'était plus d'un an après, forcément, avec quelques coupures ou autres, mais un rythme acharné où on avait énormément joué, où il y avait eu un contexte club, où on avait joué la descente aussi. Enfin, il y avait vraiment dans cette saison-là eu énormément d'énergie, que ce soit physique ou même Ouais. aussi mentale. Plus cette tournée en Australie où pareil, j'avais eu la chance de pouvoir enchaîner, d'avoir joué tous les matchs, etc. On avait joué 3 matchs en 10 jours. Enfin, c'était conséquent au vu Ok. de la saison, etc. Mais tant mieux, enfin, c'est ce que tu recherches et c'est ce genre de saison ou autre. Mais enfin, je l'explique comme ça en tout cas. Enfin, c'était pour t'expliquer un peu le contexte Bien sûr. de la blessure et dans quel mood moi j'arrive au moment de reprendre. Ou après j'avais eu des vacances, donc fin juillet, mais j'avais pas forcément eu de prépa. Tu renchaînes directement. Moi j'étais frustré parce que je me sentais pas frais comme les autres ou autres, donc j'en demandais plus, mais je pense que j'avais pas récupéré de ma saison. Manque d'expérience quand t'as pas vécu ce genre de choses. Mais en Ouais, fait, bien sûr. donc enfin, il y avait plein de choses. Il y avait aussi, on en reparlera, mais c'était en période d'examen, donc forcément tu as la tête aussi dans les examens que tu veux réussir, même si la priorité ça reste le rugby, mais c'est aussi important. Il y avait aussi, c'était au moment aussi d'une re-signature au potentiel ou non, donc c'était la première fois aussi que ça se présentait. Enfin, Ok. il y avait beaucoup d'éléments, tout ça pour te dire que le contexte était assez conséquent. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait que je pense que mon genou aussi, c'est parce que c'est tout seul que je me le fais, c'est Sur un c'est contre La déplacement. Rochelle, réception de coup d'envoi, et je fais un crochet et mon genou craque et je m'écroule au sol. Je sais pas trop ce que c'est, mais enfin en tout cas, arrive ce moment-là, pas forcément agréable et tout. Je me tiens le genou au sol, les docs arrivent, etc. Tu comprends tout de suite qu'il se passe un truc Au fond de grave. moi, je pense que oui, mais après avec l'adrénaline et voilà, t'es dans le match et vite enfin, je me remets debout, il me regarde le genou, ça a l'air d'aller. Je marche, je trottine.
Bon, je me dis que ça va, enfin tout va très très vite. Ok. Et à partir de là, c'est bon, je repars, enfin, tout va bien. Et en fait, non, le mal était fait. Et je pense qu'au fond de moi, je le C'est savais quoi, quelque t'as part. recouru Je dessus? recours, je repars. Et après, sur un déplacement défensif, je ne sais plus exactement quel était le geste que je fais, mais pareil, il n'y avait plus ce ligament croisé qui te tient la stabilité de ton genou. Ouais. Et là, pareil, je sens. Ça, c'était, j'ai encore un peu la. Enfin, pas la sensation parce que je passe à autre chose, mais cette image où ouais, mon genou, je sais pas exactement ce qui se passe, mais ça tape à l'intérieur de Ok. mon genou. Je pense que c'est tibia fémur. Enfin, en tout cas, voilà, ça a une mauvaise sensation. Là, je m'écroule au sol. Et là, là, je savais que le mal. Enfin, Et donc là, une fois que tu te relèves, tu essayes de repartir, tu vois que ça le fait pas du tout. Là, j'imagine que le staff médical te prend en main. ouais. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu es déjà en train de switcher, enfin en train de te dire, ça y est, bah, Là, non, au moment de sortir, non, j'étais en larmes, je crois. Enfin, tu sais que que t'es blessé, tu sais que c'est le genou. Le genou, c'est souvent les croisés. Là, c'était les croisés. Enfin, t'as pas, j'étais dans cet état d'esprit-là. Donc, dans le sport et nous aussi dans le rugby, il y a rien de pire, je pense. En tout cas, une blessure, et notamment en plus les croisés. Donc, ouais. là, t'es au fond du seau. Enfin, j'étais au Et fond. croisé, c'est combien de temps? C'est entre 8, c'est 9 mois en gros. Ok. Et donc, quand Donc, tu te fais les croisés, toi, tu as une idée déjà dans ta tête du temps que alors, ça va sur le prendre? moment, c'est vraiment c'est vraiment la déception. T'es en pleurs. Je pense pas à ça. Après, il y a mon papa qui est descendu dans les vestiaires. Je sais plus. Après, il y avait, je crois qu'il y avait Guillaume. Enfin, je sais plus. En tout cas, il y a mon papa dans les vestiaires. Et moi, après, au moment sous la douche, c'est là où déjà, entre guillemets, j'avais commencé Ok. pas ma convalescence parce que je savais pas encore ce qu'il en était, etc. Je veux pas non plus abuser, mais dans ma tête et sous la douche, forcément en sanglot, enfin, tu maîtrises plus rien là. C'est Ouais. particulier, c'est Là, compliqué. t'évacues. Mais je m'étais juré, je m'étais dit, bon, ok, ben, on va voir. Enfin, là, c'est parti. Il y a peut-être j'avais vraiment très, très rapidement Ouais, switché. c'est ça. C'est à quel point tout de suite tu t'es mis dans le mindset. Bon bah ok, ça c'est fait, ça Ben, c'est. le temps d'un instant, le temps de cette douche, je m'en souviens encore, je me vois, c'est complètement ridicule. Hein. Je pense que s'il y avait une caméra ou autre qui me voyait en train, sous la douche, en train de. en sanglots, en train pas de. Et je sais pas quelle tête j'avais, ou est-ce que si je parlais, ou si je criais, ou je savais pas trop dans quel état, je saurais même pas te dire exactement, mais je pense que c'était bien ridicule. Mais en tout cas, voilà, je m'étais dit que si jamais c'était ce qu'il en était. J'étais pas au mieux dans ma tête par rapport à tout le contexte que je t'avais dit. Ouais. Et je m'étais juré quelque part de, voilà, enfin, s'il y a une épreuve, s'il y a un truc, tu vois, je commençais un peu Ouais, donc ça on à parle en plus, chercher. c'est 1 heure après limite. Ouais, très rapidement. Ça, pour le coup, très rapidement. Ok. Après, ça redescend. Il y a les premiers rendez-vous, il y a l'IRM. Même si je savais ce qu'il en était, j'étais fixé quelque part. Ouais. Mais il y a tout ce qui en découle après. Mais rapidement, il y a eu quand même pas ce rebond direct, mais en tout cas cette volonté en tout cas. Et enfin, j'étais dans cet état d'esprit-là très rapidement. Mais après, enfin, 1 heure à 2 heures après, tu es au fond du seau. J'avais la possibilité de rentrer tout de suite après. On m'avait conseillé de te dire peut-être que si tu te fais opérer la semaine prochaine, profite ou si tu as une charge à te mettre ou quoi. Tu t'es fait opérer du coup? Ouais, je me suis fait opérer Ok. une dizaine de jours après. Il y avait d'abord le premier rendez-vous avec le chir, etc. Il fallait que mon genou dégonfle pour que la chirurgie elle soit faite dans le meilleur dans les meilleures conditions, Ouais. etc. Donc ça s'est pas fait tout de suite pour. Donc il y a eu un temps aussi de relâchement où. Enfin, je serais pas mettre des mots dessus, mais voilà, enfin, ça s'est fait un peu comme ça. Mais après, Et- du moment que tu te fais opérer, là, c'est parti, quoi. D'accord. Donc là, Donc, à partir de l'opération, t'es pris en main et pris en charge par le staff médical du club. Tu te sens bien encadré? Comment ça se passe exactement cette rééducation? quelque part, tu es tout seul parce que c'est toi et toi-même qui a la volonté de ou pas de faire les choses. Mais après, moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme on le disait tout à l'heure, mon cercle proche, mes proches, ma famille qui étaient présents, qui étaient là. Et après, notamment avec Montpellier, d'avoir été hyper bien accompagné, que ça soit voilà, tout le monde. Hein. Je peux vraiment citer tout le monde, mais si j'incite, je vais en oublier, mais que ça soit le président, les entraîneurs, surtout le staff médical, le staff, les prépas, le chir aussi, Flo. Donc vraiment, j'ai bénéficié de tout ça. Donc tu te sens vraiment bien entouré et tu mets toutes les choses en place parce que voilà, c'est un marathon, c'est 9 mois, donc il y a plein d'étapes importantes. Il y a l'opération, il y avait déjà un temps et un premier objectif avant l'opération d'arriver avec le genou le plus dégonflé possible, pardon,
dans le meilleur état entre guillemets pour la chirurgie. Donc c'est vraiment de planifier en fait toute ta blessure, Ok. ce qui t'aide quelque part parce que tu te crées des objectifs, tu vois où tu vas, où tu avances. Et, euh, et donc ça, j'ai été accompagné, heureusement, et j'ai eu la chance, voilà, à Montpellier, j'insiste, mais c'était hyper important pour moi et j'ai bénéficié de ça avec le club de pouvoir avoir ce suivi-là donc c'était hyper important. Et après, tu mets les choses en place et après c'est parti. Donc ouais. Donc, non, c'est hyper impressionnant. Et moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'au départ, ça part quand même de toi. Malgré un super encadrement, c'est toi qui quand même est hyper clair avec les étapes à suivre pour revenir vers la guérison. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est par quel état d'esprit t'es passé pendant ces 9 mois, parce que tu t'es plus entraîné avec l'équipe comme ça l'était avant. Voilà, il y a certainement des moments de doute. Est-ce que tu peux nous partager ces moments-là? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour justement garder la motivation, garder cette vision que tu as de revenir au taquet? Ouais, non, c'est beaucoup de hauts et de bas dans une carrière sportive, ça tu le connais, mais aussi notamment dans une blessure. Mais ouais, ça a été des moments très très compliqués. Et après, c'est toujours de garder en ligne de mire et d'avoir une certaine sérénité et confiance en soi, de se dire ça va le faire, tout le monde passe par là. Certains mecs te conseillent, t'épaulent, t'aident, tu vois ce qui a été fait, ce qui est fait. D'autres sont passés aussi par là. Donc tu sais que c'est un passage presque obligé pour un sportif de haut niveau et que tout le monde est passé par là. Et c'est les phrases un peu, mais ce qui ne tue pas rend plus fort et quelque part c'est ça. Et moi je voulais j'avais toujours ça en tête et très rapidement j'ai eu ça en tête. Je voulais pas que cette période je voulais que ça soit une bonne expérience, qu'après coup avec du recul je me dise pas j'ai kiffé parce que tu kiffes pas être blessé, tu kiffes pas, mais bon après le mal est fait, Ouais. donc à part il faut avancer et c'est de se dire voilà je veux m'en servir cette période là, je voulais m'en servir et je voulais qu'après coup je me dise ben voilà j'ai pu développer ça et ça, j'ai pas pu faire du rugby mais j'ai fait ça et ça, donc ça a été tout au long de ma blessure de garder en tête un peu tout ça. Ça a été des moments très compliqués parce que des moments de doute où tu reprends la course, où tu as le genou qui gonfle, où tu as un coup de flip parce que tu as telle et telle sensation, ou parce que tu n'avances pas, ou parce que tu n'es pas dans tes objectifs, ou parce que tu te dis que tu n'arriveras pas, ou le week-end, quand tu te retrouves sur ton canapé devant Et les matchs, c'est le moment le plus compliqué à gérer. Et après le moment, nous dans le rugby, je pense, quand tu sors de ce collectif, parce que quand tu es blessé, tu t'entraînes pas sur le terrain, tu loupes des moments, tu loupes les matchs, tu loupes les moments off aussi. Donc, c'est ce qui a plus aussi compliqué. Non pas tu te sors du vestiaire, mais en tout cas, la blessure, entre guillemets, te sort quelque part un peu du vestiaire. Et moi aussi, pour me protéger, parce que c'était trop compliqué d'être avec les mecs, de discuter du rugby, des fois, j'avais pas envie d'être présent à certains moments ou autre. Enfin, c'est un peu, tu traverses un peu tous ces moments-là. plein d'émotions, Plein d'émotions. mais tu as quand même ce truc à avoir peur d'être tout le temps baigné dans le collectif qui est lui en activité, qui joue ses matchs, et du coup ça te génère un peu de frustration parce que toi tu es sur le côté. Moi je sais que j'ai le souvenir de vivre un match du coup des tribunes où donc j'étais plâtré, je m'étais fait une fracture de fatigue. Ouais. Ça c'était ma première vraie blessure qui m'a mis 3 mois, donc c'était pas si long mais quand même 3 mois en dehors. Et en début de saison, tu vois. Donc, de suite, le club a dû prendre un joker médical. D'ailleurs, ça, c'est une question que je posais. Est-ce que vous avez des joueurs qui vous remplacent derrière quand vous vous blessez? Ouais, le club a la possibilité de faire appel à un joker médical en fonction de l'effectif ou des besoins. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est possible et qui se fait souvent. Ouais. Et, Surtout pour les longues et blessures. toi, ça a été le cas? Oui, moi, ça a été le cas la deuxième année. La première année, je sais plus. Mais il me semble que ça a été le cas, ouais. Et la personne qui t'a remplacé, c'était donc quelqu'un qui est venu juste pendant la période ou... Parce que moi, je me souviens que quand du coup on m'a remplacé, ce qui a été encore dur, mais c'était génial pour l'équipe, évidemment, c'est que le gars était super bon. Ouais, c'est vrai. Et Faut gérer ça, est-ce que je vais revenir dans l'équipe, tu vois? Et au final, heureusement, le club m'a fait confiance et du coup, je suis revenu. C'était un super apprentissage. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein, mine Ouais, de rien. complet. C'est qu'on peut se retrouver remplacé du jour au lendemain et c'est ça aussi le monde professionnel. Donc ça, toi, tu l'avais Pas comme ressenti ou... ressenti. Alors, je pense que c'est différent le rugby par rapport à ça. Parce que, enfin,
C'est pas tout à fait pareil. En tout cas, moi, dans mon cas, ça s'est pas exactement passé comme ça. C'était, il me semble, un joueur qui a été pris en plus dans l'effectif, pas forcément à mon poste, mais en plus dans l'effectif pour avoir tout simplement un joueur en plus Ouais, pour me remplacer. ok. Mais oui, après, forcément, tu regardes qui c'est, mais bon, après, ça, c'est secondaire, Mais ça vient après. ouais, et Mais oui, puis après, c'est normal. ça Je fait. veux Oui, dire, voilà, c'est complètement. c'est le jeu, c'est même au contraire de la bonne motivation. Et tu peux te retrouver aussi à l'inverse, dans le Ouais, sens où c'est toi qui es exactement. le joker médical d'un joueur et tu as l'opportunité, donc c'est tant mieux, C'est quelque clair. part. Et donc là, tu traverses cette période de blessure. Il y avait une question que je voulais poser, c'était par rapport aux études. Est-ce que tu avais cet équilibre déjà à ce moment-là? Je sais plus si tu avais commencé les études à ce moment-là déjà. Oui, bon, alors pareil, pour te remettre un peu le contexte et expliquer un peu comment ça peut fonctionner dans le rugby, donc du moment que tu rentres dans un centre de formation, tu as l'obligation, et ce qui est normal, mais surtout, d'avoir ce double projet, donc Ok, à la fois rugby et scolaire. ça c'est top. C'est vachement important parce que d'une, on ne sait pas si on va franchir le cap ou en tout cas si on va devenir professionnel. Donc il faut bien avoir quelque chose à côté ou avoir ce double projet-là. Et surtout, ça te sort un peu de ce quotidien, nous, rugby, où on est quasiment 7 jours sur 7 ensemble, où on pensait à rugby, manger rugby. Ouais. C'est vachement important aussi de voir autre chose, d'avoir cet autre équilibre. Donc du coup, en sortant du lycée, on a intégré déjà le centre de formation. Moi, j'avais pu faire des études du coup. Et donc à ce moment-là, j'ai bénéficié du début de ma blessure pour finir les études, ma licence que j'ai faite, que j'étais en train C'était de où? faire. C'était à l'école Montpellier Business School. On a un point commun du coup. Ouais. On a fait la même école. Ah bah voilà, On a fait donc c'est une école de commerce. c'est ça. Donc tu as fait une licence C'est en. programme bachelor, moi, ça s'appelle. C'était un bachelor, ouais. Marketing, commerce international, en gros. Tout, c'était Ok. assez. Ce qui était chouette, c'est que c'était assez complet, assez large. Après, dans un second temps, j'aurais pu partir sur un master pour me spécialiser un peu plus dans quelque chose qui pourrait me plaire. Mais après, pour le coup, là, j'ai priorisé. Ça arrivait au moment de ma première blessure. Ok, d'accord. Et là, j'ai voulu vraiment me focaliser que sur mon genou, vu que c'était une première blessure et que. Donc tu avais euh, déjà ton bachelor au moment où tu t'étais blessé? ouais, c'est ça. Juste, le début de ma blessure, j'ai pu terminer, du coup, et ben, Le bachelor. mon bachelor à ce moment-là. Et tu te sentais forcément peut-être plus serein pour aborder la suite avec un bagage déjà en poche, qui te permet de dire que l'après, au moins, tu pars pas sans rien. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est important, au-delà de l'équipe, ça peut apporter aussi, surtout pour ça, en fait. Ouais. Donc oui, c'est sûr, déjà, tu te dis que potentiellement, tu peux reprendre quelque chose ou tu as, comme tu dis, un bagage. Après, c'est comment tu le mets en pratique et Ça, oui, ça comment ça c'est. se traduit. Et bon, j'avais 21 ans, donc c'est encore Ouais. un peu tôt. Mais en gros, oui, c'est clair que c'était important et c'est important, je pense, pour tout le monde. Ouais. Ouais. Donc là, ça y est, donc tu as traversé toute la période de rééducation. Tu retrouves les terrains, donc ça, c'est certainement peut-être. C'est 9 mois après ou c'est un peu plus, un an après? Là, non, là, c'était un peu plus tôt. Ok, ah, c'était plus tôt. Donc t'es Ouais, c'était revenu un peu plus plus tôt tôt, mais il y avait un que. objectif un peu. Là, ça correspondait à l'année où on est champion. Ok. Oui, donc, tu Et participes d'ailleurs voilà, c'est ça. Et donc, du à la coup, victoire. ça s'est fait un peu. Pareil, c'est des souvenirs incroyables parce que bon, ça reste une année très compliquée, très particulière, mais malgré tout, le résultat est juste oufissime parce qu'on a remporté le bouclier de Brennus. Ouais. Et surtout, d'autant plus qu'on a été enfin, c'était le premier bouclier de Brennus de l'histoire de Montpellier et du club. Donc c'était juste, enfin, il y a pas plus beau. L'histoire, elle est incroyable, quoi. Toi, tu reviens de blessure, tu participes à la victoire. Ouais, c'est ça. Donc Euh, c'était un bonheur immense et d'avoir eu cette possibilité-là, cette confiance et d'avoir pu répondre présent. Enfin, c'était juste, enfin, il y avait pas quelque part plus belle ouais, issue ouais. et petit à petit, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma Ok. rééducation parce que je voyais bien que cette année-là, toutes les planètes semblaient T'es être aligné, alignées. Il y ouais. avait plein de choses, plein d'éléments ou en tout cas plein de symboles forts qui faisaient que tout le monde y croyait, tout le monde était sur la même page, peu importe. Je ne saurais pas te l'exprimer, mais en tout cas, c'était une année vraiment forte pour le club, avec des figures emblématiques de notre club qui arrêtaient à l'issue de cette saison. Donc, franchement, toutes les planètes étaient alignées.
C'est Euh, incroyable les montagnes russes que tu as dû traverser. En tout cas, le sport, c'est ça. Hein, Ah, mais c'est ouais, mais c'est que ça, ouais. c'est des montagnes russes. Là, tu es au plus bas après cette blessure. Tu reviens au plus haut avec ce titre de champion de France. Et donc derrière, deuxième coup dur. Enfin, tu te En reblesses. finale, en fait. Euh, Juste, donc, du coup, j'ai la possibilité de jouer le dernier match de la saison, de revenir pour le dernier match de la saison pour jouer les 20 dernières minutes contre Clermont. ouais, Et après, on finit second, donc on est qualifié directement pour les demi-finales. ouais. Et donc après, j'ai eu la chance de pouvoir enquiller la demi et la finale. Et en finale, à l'heure de jeu, sur une action pareille, anodine et tout seul, je me repète. À ce moment-là, on pense que c'est pas ça, mais en fait, je m'étais rompu. Alors, j'ai pas les termes, je veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, il y a eu un épisode à ce moment-là. Ok. Je me fais mal à ce moment-là, mais après, dans l'euphorie de Donc toujours le la. genou. Hein. Ouais, le même genou, Ok. au même endroit, mais après, bon, au coup de sifflet final, tu penses à autre chose malgré Ouais. tout que ton genou, même si juste après dans les vestiaires, quand même, j'ai demandé à ce qu'on me le check parce que un genou opéré, tu sors de cette, entre guillemets, épreuve, de cette blessure-là, donc du coup, forcément, tu es un peu plus sensible. Tu te dis, quand même, regarde mon genou parce que j'ai pas trop kiffé, il s'est passé ça et j'ai cette Ok. sensation-là. Au final, ça semblait bon. Et très vite, il y a les festivités. Enfin, on vit quelque chose d'assez fort en plus, juste après le titre avec toute l'équipe, tout le club. Enfin, c'était vraiment des moments pareils, juste géniaux. Et comme tu dis, là, t'es au sommet de la Ouais. montagne russe. Donc c'est juste incroyable. Mais malgré tout, 15 jours après, eh ben, on repart au boulot. On pensait que j'avais évité le pire parce que, au vu des images, mais qui étaient biaisées, qui n'étaient pas bonnes parce que le genou était gonflé. Enfin, je suis reparti sur une rééducation Ok. pour renforcer, pour être sûr que tout aille bien. Mais pareil, 15 jours après, donc ça va très vite. Ouais, c'est Quelque clair. part, moi, j'avais pas forcément besoin de vacances parce que j'avais pas eu toute une saison dans les pattes ou autre. Donc j'avais demandé à vite rebasculer, à vite reprendre et pour être prêt pour le début de saison. Et c'est toi qui demandes ou tu sens quand même qu'il y a peut-être enfin, alors pas une certaine pression de l'entourage ou du club? Est-ce que ça Non, c'est ma démarche. Non, le club c'était m'a toi, toujours hein? vraiment accompagné, a Donc toujours il n'y été avait pas dans. Non, de après, volonté? c'est le sport de haut niveau, donc ça existe et c'est le quotidien de certains et de nous aussi, hein, parce que. Mais c'est d'abord nous, je pense, qui nous mettons cette pression particulière, parce qu'on peut-être qu'on ressent aussi la pression qu'il faut être présent et qu'on veut être. Mais c'est. Enfin, en tout cas, moi, si c'était ça ta question, ça n'a pas été d'une pression extérieure ou autre, Ok. c'était vraiment de mon souhait, de ma volonté d'enfin de revenir à 100% de mes capacités. Et je savais que je pouvais pas rejouer avant le premier match qui était à La Rochelle, avant le premier match de championnat, que je pouvais reprendre contre nous, c'était Bordeaux. Que je pouvais reprendre le second match donc, à Bordeaux, donc l'objectif il était là. Donc pareil, tu repars dans cette démarche-là, tu quittes un peu le groupe, tu te rééduques tout seul. Mais bon, après, tu sais que pour nous, c'était pas relais croisé, c'était juste un shoot. Ok. Mais au final, contre Brive, donc il y a Bordeaux, La Rochelle que je joue pas, Bordeaux que je joue, tout se passe très bien. Et après le troisième match contre Brive, où là, pareil, sur un crochet, tout seul, craque le genou, il répète, donc la rebelote. Et Et là, ça a là, été donc, qu'est-ce compliqué. qui se passe dans ta tête? Parce que c'est la deuxième fois, tu as déjà vécu tout ça. Enfin, ça doit être le coup de massue. Ouais, et surtout hein, une impression de déjà vu et l'impression un peu, c'était un peu hors du temps. Le moment où je me relève, où ça craque, où je me relève, où je sors, où je me dis non, c'est pas possible. Enfin, c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire quand je dis hors du temps, où vraiment comme si je me voyais un peu, enfin, j'avais déjà vu la situation, je Ouais. me voyais un peu De de l'extérieur, tu l'extérieur vois et je me dis non, enfin, c'est tout, ça peut pas être ça. Je suis pas reparti là-dedans, quoi. Mais malgré tout, pareil au vu du testing, enfin il y a plein de tu sais, tu te testes, tu regardes le genou, il y a le test du tiroir, etc. On fait toutes les choses. Et en fait, mon genou, il tenait partiellement, en fait. Ok. Et je pense, avec la masse musculaire, avec aussi la technique que j'avais eue, etc., on n'était pas. Ça nous allait pas de toute façon parce que c'était pas possible que le genou tienne pas ou autre. Donc je fais le rendez-vous avec le chir. Au départ, on pensait que c'était bon. Après, enfin, bref, tout ça pour te dire que ça a été pareil, encore une semaine très particulière parce que des grands écarts dans tous les sens, Ouais. un coup oui, un coup non. Enfin, pas autant, mais dans le sens où voilà, c'était pas noir ou blanc. Et moi, j'ai besoin de ça, surtout pour une blessure. Je pense qu'un athlète a besoin de savoir si oui ou non c'est possible, si oui ou non tu as telle ou telle blessure. Enfin, c'était un peu. Et très vite après, et ben, en fait, c'est opération, c'est les genoux, donc c'est
c'est la même chose, hein, c'est rebelote. Donc tu repars pour une période de 9 mois, en gros. Ouais. Là, tu connais clairement le process, parce que tu es déjà passé par là. C'est une chance quelque part ou non, mais en tout cas, tu sais à quoi t'attendre et tu sais ce qu'il en est, tu connais les étapes, même si là, tu savais que ça allait être encore plus de temps parce que récidive. Donc, Ouais. déjà qu'on avait fait les choses plus que correctement et tout ce qu'on avait mis en place avec le CHIR, avec les docs, avec les kinés, avec les prépas, enfin, franchement, on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Ça avait été le cas parce que très vite, j'avais pu répondre présent et répondre aux exigences. Mais là, il fallait repartir quelque part de zéro. Donc voilà, enfin, tout remettre en place, mais encore plus encore plus dans le détail, encore plus avec des délais encore plus importants. Ouais. Donc là, ça a été encore plus compliqué. Ouais. Et à la sortie, quand même, une nouvelle bonne surprise, c'est que du coup, tu retrouves l'équipe de France suite à la deuxième blessure. Ça, c'était... C'est ce qui a été très compliqué aussi à digérer, à accepter quand je me répète très vite parce que il y avait ce rêve. Ce rêve Et de cet participer à la objectif, Coupe du mais j'avais Monde. du mal à me le dire moi et à en parler parce que moi j'aime bien garder un peu ces choses pour moi, mais cet objectif-là et ce rêve de Coupe du Monde, donc d'essayer de pouvoir y prétendre. Et là, ça paraissait compromis et plus que compliqué. Donc Ouais. il y avait au-delà d'une nouvelle blessure de quelque chose en plus, il y avait ce rêve quelque part qui s'écroulait et de se dire c'est mort, c'est pas possible, je vais pas pouvoir rejouer. Ça veut dire que c'était une saison blanche, que le CHIR il avait été catégorique, c'était pas de reprise avant un certain temps. Donc ça a engendré pas mal de choses, ça mettait beaucoup de choses de côté, donc c'est ce qui a été compliqué au départ à accepter. Donc, tu acceptes, mine de rien, la situation. Et parce que après, tu atteins cet objectif. Entre deux, est-ce que tu peux peut-être nous citer un peu ce qui t'a guidé justement pour jamais lâcher et puis derrière être sélectionné pour cette Coupe du Monde en France? Ça a été plein de choses. Déjà, d'avoir cet objectif-là aussi en tête. Après, moi, ce qui a été hyper important, c'était voilà, mes proches, ma famille, mon entourage. Mais quand je dis entourage, c'est aussi, je le répète, mais mon club, mes prépas, mon CHIR. Je veux citer personne parce que je vais en oublier. Oui, Mais, donc tu as mais vraiment le voilà, staff vraiment, ouais, le médical. staff médical, mais ce cocon autour qui est hyper important, qui a été hyper important. Et après, c'est c'est que du travail, de la volonté. Et, enfin, ça a été que ça. Et j'étais tous les jours dans un état d'esprit. Enfin, je pensais qu'à ça. Tous les jours, quand j'étais sous la barre ou quand j'étais sur un cardio, quand j'étais en muscu, quand je rééduquais, ou j'avais que ça en tête. Et c'était quand je m'endormais, je pensais à ça. Enfin, j'allais même très loin, hein. Enfin, tu t'imagines, tu rêves en fait quelque part. C'est Ouais. ça, hein. Mais moi, j'ai été donc ça a été vraiment d'être le plus assidu, le plus. C'est que le travail, la volonté. Et après, d'avoir pu bénéficier d'un soutien, ce qui est vachement important, que ce soit aussi même du staff de l'équipe de France aussi, qui reste en contact de ces joueurs, qui t'apportent aussi. Il m'avait pas promis la lune, il m'avait rien dit. Il m'avait dit on va te suivre, on va suivre tes étapes, on verra où tu en es. Mais rien de savoir qu'il pense à toi et de savoir qu'il y a la possibilité d'eux. Tu t'accroches aux branches, tu t'accroches C'est à tout. clair, c'est clair. Donc ça a été, ça a été un peu ça, mais ça a été surtout que du travail et tout ce que j'ai déjà énoncé, mais c'était que ça, ouais. En tout cas, ça montre une force de caractère juste incroyable. J'ai pas envie de dire d'extraterrestre ou d'inhumain parce que c'est trop ce qu'on fait malheureusement de l'extérieur quand on connaît pas le sport de haut niveau. Et c'est juste que tu as cru en toi, tu as cru à ton objectif. Je pense que tu es resté focus aussi sur ton objectif en restant sur l'essentiel. Et à la fin, c'est aussi pour faire le parallèle avec le grand public, c'est que quand on vit une épreuve difficile, en fait, oui, c'est dur, mais en fait, ça sert à rien de se morfondre sur la situation et il faut tout de suite passer à autre chose. Et je pense que c'est là où, en effet, le sportif a cette force de caractère, mais que n'importe qui devrait pouvoir développer derrière. Ouais, Donc non, mais t'as tout dit, c'est complètement ça, parce que n'importe qui, parce que même quand j'en parle, ou comme tu dis, ce terme extraterrestre ou autre, mais enfin, c'est pas moi plus qu'un autre, c'est juste que quand tu es dans une certaine situation, peu importe la situation, nous là c'est du sport, c'est une blessure ou autre, mais du moment que tu acceptes ce qui t'arrive, ce qui est le plus compliqué certainement pour certains contextes,
Mais après, c'est toi et toi seul et cette volonté. Mais ça, tout le monde l'a au fond de soi et tout le monde en est capable. Et comme tu dis, c'est croire en quelque chose et se donner les moyens. Et enfin, en disant ça, c'est enfin, n'importe qui Ouais, peut, dans n'importe quelle situation, et encore, il y en a des bien pires. Et, et quelque part, moi, ça me gênerait que tu dises ça extraterrestre ou autre, parce que non, ça reste en plus que du sport. Enfin, ouais, et moi, justement, aussi, où j'ai pu m'inspirer, où j'ai pu aussi trouver, comme tu dis, un peu cette force de caractère ou autre, c'est dans les parcours de vie des uns des autres, de mes meilleurs potes que j'ai eu aussi, et qui ont vécu certaines choses et qui m'ont inspiré et aidé, tu vois. ok. Donc c'est surtout ça, ouais. Bah, en tout cas, enfin, juste inspirant. Moi, tu vois, en tant que sportif aussi, enfin, j'admire la force que tu as pu sortir par ce parcours. Euh, donc là, tu reviens suite à la blessure. Moi, j'aimerais basculer sur des questions un peu plus perso Ouais. pour revenir sur le quotidien d'aujourd'hui au final. Donc, enfin, tu retrouves une habitude, de nouvelles habitudes après 2 ans de blessure où tu es un petit peu voilà, dans un suivi en parallèle des autres joueurs. Euh, c'est quoi un jour type avec Arthur Vincent? Euh, sur une semaine classique où on va dire on a un match, mais forcément, souvent la plupart du temps on joue le samedi. Donc après toute notre semaine est calibrée en fonction de notre match, donc notre semaine d'entraînement. Donc là actuellement on enchaîne 3 jours d'entraînement d'affilée avec donc lundi, mardi, mercredi avec avec un jeudi qui est off. Ok. Un, un vendredi la veille de match où c'est le dernier entraînement et après le samedi le match. Donc après, moi, en fonction, sachant tout ça, je cale mes semaines et je fais en fonction des matchs ou des potentiels matchs que je peux avoir. Et j'essaye de caler mon quotidien en fonction de tout ça. Donc quand j'entends, donc voilà, après donc une journée classique, ça va être Tu te lèves à quelle heure le matin? voilà, donc ça dépend à l'heure à laquelle on a entraînement, mais par exemple sur une journée vraiment classique, le mardi par exemple, où c'est notre grosse journée, c'est notre journée type d'entraînement, on va avoir petit-déj à 8h15, à partir de 8h, 8h15, Donc tu petit-déj au club. au club, donc Ouais, donc ça c'est assez chouette, on a la ça c'est possibilité top. de manger, d'avoir voilà, un chef avec un buffet où ils nous mettent tout à disposition pour notre journée d'entraînement, pour avoir tout ce qu'il faut pour bien se développer, pour bien s'entraîner. Donc je vais me lever aux alentours de 7h, 7h30 en règle générale. Je commence toujours par prendre ma douche. Ouais. Et après, si j'ai le petit-déj, soit j'ai préparé mes affaires la veille, ce que j'essaye de faire et ce qu'il faudrait que je fasse le plus souvent pour après pas forcément perdre de temps, ou après tu t'habilles, après tu pars au club. Donc moi après, c'est quand je suis dans ma voiture, soit j'aime bien écouter soit des podcasts si tu m'en envoies comme tu m'avais fait, ou soit écouter ma musique, ou des fois si j'ai des coups de fil à faire le matin tôt, voilà, c'est un peu ma routine, écouter la musique, commencer ma journée comme ça. Et ce que j'aime bien, moi j'ai 30 minutes, un peu moins de voiture, comme ça me réveille, je sais un peu, je fais un peu ma journée, j'essaie d'anticiper un peu les moments forts qu'on va avoir, ou j'aime bien maîtriser un peu mon Ouais. temps par rapport à tout ça et savoir un peu ce que je vais faire un peu dans ma journée, ou ce à quoi je dois penser, enfin voilà, donc ça ressemble un peu à ça. Et après quand tu es en club, donc là tu suis le circuit classique que tout le monde suit d'entraînement, donc c'est petit-déj, après on a la vidéo. Donc ça, elle peut être collective avant 3/4. Donc c'est pour qui connaissent le rugby, les costauds et les plus fins, ceux qui courent. Ou alors séparés. On revient sur nos matchs de façon individuelle, collective. Donc il y a ce temps fort on commence souvent, le plus souvent nos journées par ça. Et après, il y a un temps souvent en musculation, Ok. un temps sur le terrain. On mange le midi. Moi, j'aime bien faire ma petite sieste de 15-20 minutes entre midi et 2. Après, on rebascule sur de la vidéo pour préparer soit l'entraînement qu'on va faire, soit l'adversaire, soit revenir sur. C'est large, hein, je te Ouais, donne un peu ouais, bien les, sûr. les grandes lignes. Et après, on a notre entraînement collectif l'après-midi. Et, euh, et après, on termine notre journée. On est à la douche vers 4h, 4h30. Après, voilà, ça c'est propre à chacun. Soit tu vas faire soit tu as des soins à faire, tu veux faire un peu de travail supplémentaire ou autre. Nous, on aime bien faire aussi du ping-pong, on passe du Ok. temps aussi ensemble. Donc ça dépend, tu refais un peu de la vidéo individuelle. Donc c'est propre à chacun, c'est vachement... Tu peux faire un peu... Enfin, t'as pas mal d'outils aussi à ta dispo pour préparer en fait ta semaine et ton match. Donc moi, ça ressemble un peu à ça.
je vais faire soit quelques balles, soit je vais faire un coup de bain froid, soit je vais faire un coup chez les kinés parce que j'ai besoin de ça et ça, soit un peu de vidéo, ou soit on est motivé, on a deux, on va faire un peu plus de muscu ou autre. Enfin, ça dépend des semaines, ça dépend des moments. Après, je rentre. Il est À quelle heure à quand la tu rentres à maison, la là, maison? il est 17h, on va dire. Je prends la route vers 17h, 17h30. Ça dépend le temps que je passe au stade. Mais en gros, là, j'ai pas trop touché à mon téléphone de la journée ou un peu entre midi et deux. Et donc là, c'est là à ce moment-là que je réponds à SD Management, à Emily, à mes agents. Ou en tout cas, c'est à ce moment-là que j'aime bien passer mes 30 minutes, pour passer des coups de fil sur des choses que je dois faire ou passer un coup de fil à mon papa, à ma maman ou Ouais. autre. Enfin, voilà, ou remusique ou... Et tu reviens, j'imagine, rincé après une journée comme ça? Ouais, la journée du mardi, elle est souvent... elle est souvent costaud, donc t'as plus trop de jus et donc t'es pas trop productif. Donc c'est Ok. là où tu rentres, soit tu te fais une collation, tu goûtes un peu, et après tu te poses, tu prends un peu du temps pour toi, et tu fais pas grand chose, ou alors t'es motivé, t'arrives à faire quelque chose. Mais la plupart du temps, je pense qu'on est tous pareils, tu rentres, t'es lessivé, tu te poses et tu récupères en fait. Et, C'est une partie de l'entraînement aussi, mais tu. et à la maison, donc moi j'ai donc ceux qui savent pas, on habite à 300 mètres l'un de Ouais, l'autre, dans le village de Mogio. J'ai vu que tu étais en coloc ouais. avec des potes à toi qui sont étudiants aussi. Comment ça se passe? Comment le décalage, parce que je pense qu'il y a un décalage avec tes amis et leur rythme de vie. Comment est-ce que tu vis ça? Plutôt bien, déjà, ça c'est important. Mais tu vois, notamment par rapport à cette deuxième blessure, bon là je reviens un peu en arrière, mais moi, cette cloque, notamment avec mon meilleur pote, maintenant on est trois, mais avant on était deux avec, donc c'est Louane, ça m'a vachement aidé, ça a été hyper important. D'accord. Bah, sur ce début de convalescence où bah, pendant 2 mois, je pouvais pas poser le pied au sol, je pouvais pas faire grand-chose, c'est à part lit, canapé, canapé, lit. Donc eux, ils ont été là à ce Voilà, ils ont moment-là été là pour à ce vraiment t'aider. moment-là et c'était mon infirmier, c'était C'est ma bon ça. boniche un peu. Mais non, mais ça, Louane, enfin, si tu nous écoutes. c'est ça. Mais surtout, ça a été une période hors du temps. Enfin, ça, c'est pour les côtés pratiques, mais surtout, enfin, et lui à ce moment, il avait fini ses études Ok. et il cherchait du travail. Et donc, on était tous les deux quelque part, là, pas en décalage, pour le coup, mais on s'est retrouvés comme quand on avait 10 ans à faire des jeux de société, du ping-pong, regarder des séries le soir. Enfin, c'était juste génial quelque part, même Ouais. si professionnellement c'était très triste, très compliqué. Mais du coup, ça, c'était vraiment une période hors du temps et qui m'a énormément aidé et apporté. Et, donc, du coup, pour en revenir à la colocation, ben moi actuellement, donc Louane travaille Ok. à son job, à son boulot, donc il fait ses horaires de travail. Donc on se retrouve en fin de journée. Donc et Théo, lui, il fait son doctorat, Ok. donc qui est pas très loin, il a pas la Havas. Donc pareil, donc il y a un peu comme tu dis, un peu ce décalage. Là, c'est plus par rapport aux horaires, mais après, on arrive à passer du temps ensemble. Louane a ses entraînements, fait du rugby aussi, Théo aussi. Donc, c'est un peu la vie d'une colocation ordinaire, on va dire. Mais on arrive à se retrouver à des temps. Nous, on est très jeux de société. On aime se retrouver entre nous, avec nos potes, pour jouer au jeu. Enfin, je pense qu'on est assez simple. Il ne suffit pas grand-chose pour qu'on kiffe ensemble. Et autour d'une table avec un bon jeu de société, on est les plus heureux. Ouais, bah ça enfin, c'est super. Enfin, c'est topissime de pouvoir partager cette simplicité. Parce que ça, c'est le genre de choses qu'on palpe pas quand on est de l'extérieur et quand on regarde un sportif. Et finalement, tu as un quotidien de coloc Normal. comme tout le monde, quoi. C'est de ce qu'il y a de plus normal au final. Il faut s'y coller pour faire Donc- manger ou la vaisselle. Et bah, d'ailleurs, pour parler un peu alimentation, aujourd'hui, quelle place ça prend dans ton quotidien? Une place qui est hyper importante parce que bah, forcément, nous, tu l'as connu aussi, tu le connais, mais l'alimentation, ça fait partie de notre performance et pour la récupération et aussi pour se développer, pour performer. C'est quelque chose qui doit être au centre de notre intérêt, je pense. Et moi, en tout cas, j'essaie d'y accorder pardon, la plus grande importance. Très tôt, tu as compris qu'il fallait que tu l'intègres dans tes, Ouais, dans tes on est habitudes? très vite sollicité, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit au Pôle Espoir ou même en club. On nous éduque quelque part à bien manger, à connaître un peu les outils qu'on peut avoir pour bien récupérer, pour bien manger, pour bien se développer, parce que notamment au lycée, enfin, l'adolescence, elle est dédiée au développement. Donc, donc, tu vois, rien qu'à ce temps-là, on était en plein dedans. Mm.
Donc très tôt, finalement, on est habitué, on est éduqué à bien manger et on nous donne tous les outils, je me répète, mais tous les outils pour. Et dans le cas de ta blessure, c'est quelque chose qui t'a aidé aussi? Ouais, Tu avais conscience? oui, alors tu vois, donc du coup, j'ai eu deux expériences, une première et une deuxième année. La première année, que, au départ, je faisais pas forcément attention. Je me disais que j'avais le temps, que c'est 9 mois. Donc, au départ, si je mange le matin, tu vois, je me levais peut-être un peu au dernier moment, mais je passais à la boulangerie, je prenais 2 croissants, ça suffisait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au départ, quand t'es pas bien en plus dans ta tête, c'est compliqué d'être hyper rigoureux ou autre. Et la deuxième année, je savais que je voulais pas forcément reproduire ça. J'ai pas fait ça toute ma rééducation, mais Oui, oui, mais de vraiment encore plus être dans, comme je te disais tout à l'heure, être encore plus pertinent, et être encore plus dans le détail et bon, et ouais. pour en fait se donner toutes les chances. Donc ouais, c'est quelque chose que à différents moments de ma convalescence, j'avais accentué. Au départ, quand tu peux pas poser le pied par terre, à part pas trop manger et manger équilibré, tu peux pas faire grand chose. À la fin, dans les derniers mois, quand tu t'entraînes comme un fou et quand tu te dépenses énormément et quand tu dois recréer du muscle et quand tu dois te rééduquer et tout, ben là, tu mets les choses en place et tu essayes de faire en fonction, de te filer des objectifs de poids, de masse grasse et aussi de donner à ton corps et surtout à ton genou, à ta croisé, tu rééduques ton quadri, ton ischio, enfin tout ce qu'il y a autour, de donner un maximum de chance à tout ça pour qu'il se reconstruise du mieux possible. Donc tu fais en fonction. Et aujourd'hui, donc il y avait donc une partie qui est prise en charge par le club, où vous avez le restaurant ou la Ouais. brasserie avec un super buffet donc, pour le petit déjeuner le midi. Et sur l'autre partie, est-ce que tu cuisines? Alors oui, mais c'est pas, enfin dire que je cuisine, non, c'est pour moi cuisiner, c'est faire un vrai plat, c'est faire c'est passer du temps. À la coloc, on cuisine, mais c'est vrai que ça va rester très basique, ça va rester sain aussi parce qu'on sait correctement manger. Comme je te le disais, on a tous les outils pour manger correctement, enfin moi aussi j'étais dans cette démarche d'essayer de basculer dans quelque chose dans un suivi aussi. Je pense qu'on va en parler, que c'était Ouais. aussi la, Bah, pour ceux qui la nous écoutent, question, mais ouais, ouais. ouais, bah, donc, Vincent est aujourd'hui ambassadeur de Sport and Green, donc, qui sponsorise d'ailleurs le podcast, qui propose donc un service de repas adapté aux besoins de chacun, notamment des sportifs. Et donc c'est aussi en toute transparence qu'on vous le partage. Et ça peut être intéressant que tu nous dises rapidement, toi, ton petit retour d'expérience sur comment on t'accompagne là-dessus. Ouais, complet. Et donc du coup, c'était un peu dans cette réflexion, dans ce qu'on est en train de parler, où moi j'avais cette envie de basculer dans quelque chose d'encore plus carré, quelque part, plus pertinent, et d'avoir une aide aussi, parce que c'est vrai que quand tu rentres le soir, comme je te disais, le mardi soir, quand tu es rincé, comme tout le monde, hein, mais pour avoir un apport pour être le plus performant et avoir quelque chose de plus pertinent possible, c'est vrai de bénéficier de cet accompagnement que j'ai aujourd'hui. C'est juste génial parce que tout le travail qu'on a fait en amont ensemble, à savoir mes besoins, euh, concrètement, pour parler un peu plus dans le détail, tant de protéines, tant de glucides, enfin, vraiment être dans le plus Dans le plus adapté, en dans le fait. plus adapté C'est et d'avoir vraiment ouais, personnalisé. voilà, Ouais. exactement, d'être dans un accompagnement le plus personnalisé. C'est juste génial. Et moi actuellement, je bénéficie de ça. À la base, on avait des discussions tournées autour des collations. Moi j'avais vraiment cette difficulté. J'arrivais à me faire à manger comme tout le monde, de manger correctement, sainement. Mais après, tout ce qui va être collation ou apport complémentaire, ou avant, pendant les entraînements ou juste après, c'était quelque chose que je voulais développer. Et nos discussions au départ tournaient autour de ça. On a mis plein de choses en place et aujourd'hui, c'est juste génial parce que je sais que quand je rentre ou quand j'ai fini ma muscu, j'ai la possibilité d'avoir ma collation sur mesure, personnalisée, où j'ai même pas à réfléchir. Je sais que c'est sain, en plus c'est naturel. Et moi, Mhm. je voulais être au mieux dans cette Ouais, démarche-là. ouais. Donc ça, c'est un apport qui est hyper bénéfique. Et en plus de ça, et on est allé du coup encore plus loin, d'avoir ces plats personnalisés. C'est juste génial. D'une part, c'est super bon, je me régale. C'est vraiment, honnêtement, c'est exquis. Vraiment, je me régale dans tous les plats. Je suis pas, enfin, vraiment, ça, c'est juste génial. Et après, moi, ça répond vraiment à mes attentes du quotidien et de mes entraînements, en fonction de mes entraînements, en fonction de mes besoins, en fonction de. Ça, c'est hyper important.
Super. J'aimerais qu'on bascule sur la question que peut se poser pas mal de sportifs. Alors, ça peut être très tôt dans sa carrière, ça peut être plus quand on se rapproche de la fin de carrière, c'est de la reconversion. Euh, Est-ce que c'est déjà une question que tu te poses? Qu'est-ce que tu fais pour préparer cet après? Est-ce qu'on t'accompagne? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide là-dessus? Oui, complet. Comme je te le disais, on y est déjà un peu sensibilisé quand on rentre dans un centre de formation par rapport à ce double projet, etc. Mais après, il faut savoir que nous, euh, dans le rugby notamment, moi en tout cas, j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et d'un aide qui est hyper important de la part de mes agents. Donc moi, c'est les SD Management. SD Management, C'est donc ça. c'est vraiment eux qui vraiment t'entourent sur plusieurs aspects. Tu peux C'est peut-être. ça, en fait, quelque part, n'importe quel aspect, j'ai envie de dire presque. Ils sont dans l'accompagnement, il est sportif, il est d'abord sportif, contractuel, etc. Enfin, ça, il s'accompagne, il y a toute une stratégie à mettre en place avec eux. Enfin, Donc il ils y a peuvent aller des chercher des échanges, sponsors. voilà, il y a une partie aussi image, sponsor. Il peut y avoir aussi une partie reconversion. Tu peux discuter. Enfin, ils ont un réseau. Ils ont des structures aussi en interne auxquelles ils font appel pour nous accompagner sur toute la partie aussi, comment dire, gestion de patrimoine, Gestion financière. gestion D'ailleurs, financière, parler de même dans nos choix, rien que l'échange en fait que tu Ouais. vas avoir avec eux, que je vais avoir avec Steph, avec Amy, avec Ophélie, rien que tous ces conseils aussi quelque part, parce que c'est surtout ça. C'est hyper important et comme je te disais tout à l'heure, c'est comme je l'évoquais quand je parlais de mes proches, de ma famille, etc. Je les incluais là-dedans. Toutes ces discussions, ce côté-là qu'ils vont apporter, il est hyper important, il est hyper rassurant et concrètement après aussi, enfin, tu mets des choses en place et le but c'est moi j'ai eu la chance de commencer tôt avec Steph, avec SD Management et c'est que tout au long de ma carrière, qu'elle se passe forcément au mieux et qu'on arrive à construire quelque chose et que voilà, quand tu regardes après, c'est, j'espère, le plus longtemps possible, c'est 15 ans de carrière, et on aura construit un truc, on aura fait quelque chose de fort et qui m'aura aidé à grandir, à devenir aussi, enfin voilà, enfin voilà, c'est un peu tout ça quoi. Non, mais ça, c'est top. Et c'est le genre d'accompagnement que tous les sportifs rêveraient d'avoir tout le long de sa carrière, le plus tôt possible. Et évidemment, pour l'accompagner jusqu'à la fin de carrière où là, il y a un changement de vie que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Donc, je sais de quoi on parle en tant que sportif. C'est vrai que c'est une petite mort, quelque part. Il y a un aspect que je voulais aborder rapidement avant de conclure, c'est l'aspect financier. Donc tous les sports sont différents sur les revenus. Est-ce qu'aujourd'hui un rugbyman est capable s'il gère bien sa carrière financièrement, de se mettre à l'abri après avoir terminé le sport? De se mettre à l'abri, tu entends par Financièrement. Enfin, c'est-à-dire d'être entier, de pas pouvoir, Par exemple, avoir le est-ce besoin de que, travailler. en tout cas, faciliter l'après Facilité, oui, je pense que oui. Au-delà de l'aspect financier, je pense que ça ouvre des opportunités et un certain réseau, ou en tout cas, tu n'es pas seul quelque part. Après, je pense que pour être tranquille après sa carrière, non. Je pense qu'il y a, ou alors quelques joueurs, mais c'est pas donné cette chance à tout le monde. Et pour te donner un ordre d'idée, ben, nous, en top 14, c'est quoi? C'est 14 clubs, donc c'est plus de 30 mecs par club, contrat pro, et t'as une fourchette en fait tu peux aller euh, de 2 à 50 pour les plus grands joueurs. de Donc 2 t'as 000 euros vraiment, à 50 000 euros par voilà, c'est ça. mois Donc pour les plus t'as gros une fourchette joueurs? qui est, ouais, si je dis pas de bêtises, après je donne des chiffres comme ça, mais je Oui, mais pense je que veux ça dire, ça correspond donne. à ça, mais plus ou moins d'ailleurs peut-être, hein. Mm. Mais en gros, en fait, t'as une énorme. Si tu devrais faire une moyenne, elle serait pas juste parce que tu as tellement d'écart. Et donc, en fait, c'est très propre à chacun en fonction de ta carrière, de ce que tu as. Donc, pour répondre à ta question, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a certains joueurs qui y arriveront selon ce que tu mets en place tout au long de ta carrière et selon aussi les contrats que tu as eus. C'est quelque chose auquel tu peux peut-être penser, mais on parle de peut-être 10 joueurs. Ouais, ouais. Ça Et reste forcément, en très. ayant des Très bas. revenus confortables, parce que enfin, allez, de 5 000 euros à peut-être 20, 30 000 euros, peu importe le revenu, ça reste des revenus confortables. Après, oui, on reste quand même des grands privilégiés.
dans notre vie, dans notre carrière pour 4 ans, je pense. Enfin, pareil, je sais, je te donnerai pas de chiffres, mais on reste de très grands privilégiés par rapport à ça et on Et gagne quand même très bien notre vie, notamment quand tu es international. Après, a priori, normalement, tu as cette chance-là, oui. Et avec cette chance-là, donc moi, pour l'avoir fait rapidement, donc à 19 ans, j'ai investi tout de suite une partie de mon salaire, même si c'était peut-être 1 500 € par mois, pour acheter mon premier appartement. Toi, est-ce que tu as fait des investissements Ça dans aussi. l'immobilier? Ouais, c'est ça. Celui-là, un peu plus tard, peut-être. Je sais plus à quel âge, non, c'était 20, 21 ans. Ou pareil, très vite, ou dès que j'ai eu mon premier contrat, je pensais à ça un peu. J'étais dans cette démarche-là de rapidement essayer de penser à investir mon argent. Donc il y a Euh, l'immobilier, il y a, ça peut être les affaires aussi, les entreprises, ouais, les startups. Tu as déjà investi dans une startup? oui, ouais, ouais. Il y a plein de choses, il y a plein de façons d'investir. Donc, comme tu dis, il y a l'immobilier, il y a, après, si tu as la chance la possibilité de travailler avec des gestionnaires en patrimoine, etc., ils te proposent aussi certaines façons. T'as été assez, je pourrais pas t'en sortir, mais ouais, t'as pas mal de choses. Et notamment, comme tu disais aussi, dans les entreprises, rentrer au capital, Ouais, donc tu as différentes manières de le faire. Et c'est ce que je fais aussi aujourd'hui. Ouais. top. Je pense on arrive sur la fin. J'ai deux petites questions avant de conclure. C'est quoi ta plus grande peur en une phrase? Ta plus grande peur là aujourd'hui? Et ensuite, c'est quoi ton rêve pour la suite? Ma plus grande peur aujourd'hui, euh, bonne question. Euh, qu'est-ce que j'aimerais pas? Ouais, que tout s'arrête d'un coup. Au-delà de. Très bonne question, je sais pas, j'en ai pas, j'ai peur de rien. Non, Non, si, non, mais c'est une bonne si. réponse. Non, non, mais enfin, je pense plutôt au rêve Ouais, bah qu'au. Ouais, franchement, très bien. Ça monte l'état d'esprit. Franchement, moi, ça me va. ouais, je dirais ça. Il n'y a rien qui me vient en particulier. Si, après que tout s'arrête d'un coup, que Ouais, malheureusement le ça rugby marche. s'arrête, que malheureusement mes proches, tout ce que personne, tout ce que personne ne veut, Ouais, quoi, ouais, que tes proches tombent malades, enfin, tu vois, tout ce genre de choses, quoi. bien sûr, bien sûr. Donc c'est D'accord. bateau. Mais il n'y a pas quelque chose en particulier. Ok, Ouais, non, il n'y a pas personne. ça me va. Ça Peut-être me que va. je te dirai après coup, mais là, comme ça, non. Et du coup, ton plus grand rêve, enfin ton futur rêve là pour les années à venir. Euh, ouais, ce serait qu'avec le club, on arrive à grandir comme on l'a fait depuis certaines années, de devenir une vraie institution. Enfin, ce serait un kiff vraiment qu'à Montpellier, voilà, qu'on arrive vraiment à être dans cette démarche-là et ce qu'on est. Mais donc, ça veut dire ça passe par gagner des titres, Regagner regagner des un titres. titre. Bon, au vu du contexte actuel, ce serait un peu ridicule de te dire que j'ai envie qu'on soit champion d'Europe, mais c'est ce qui nous manque au club et Ok. d'être les Donc premiers champion d'Europe. à avoir ce Champions Cup. C'est un rêve, hein, Ouais, donc ouais. ça. Mais oui, il nous manque ça à Montpellier. Ok. Tu vois, on a un jeune club, mais qui est quand même titré. On a deux Challenge Cup, donc Ouais. petite Coupe d'Europe. On a ce Brennus, donc Ouais. ce serait de le regagner, ce qui serait quand même monstrueux. Mais voilà, d'avoir été les premiers à marquer l'histoire de son club et être les premiers à avoir gagné ce titre, enfin je reviens dessus, mais c'est juste, pour moi, il n'y a rien Y de a plus rien. fort. Ok. Donc Et donc, du revivre coup, ce moment-là, ce serait juste. et voilà, d'être champion d'Europe, si on arrive à être Ok. champion d'Europe un jour avec Montpellier, Et avec si le 15 de Montpellier arrive, France. et avec le 15, c'est de retrouver le 15 de France. Ok. Ça Ce marche. serait surtout ça, de sortir un peu de cette période collective compliquée avec le club, mais aussi individuellement aussi, tu vois, de retrouver un peu eh ben, mon meilleur niveau. Ça, ouais, ce serait top. Ouais. Donc ce serait un peu, voilà, sportivement, ça tourne autour de ça, mais après, le rêve, moi, c'est après ma carrière ou même pendant, voilà, d'avoir la vie la plus simple possible, la plus posée possible avec mes proches, avec ma chérie, voilà, de créer potentiellement plus tard une famille. Enfin, moi, c'est vraiment des Ouais. choses Bah, un peu basiques et bateaux, mais c'est là où je me retrouve et je me ressens où je me sens le mieux, quoi. Donc c'est vraiment, ce serait ça, quoi. Tout ça, un peu tout ça. À qui est-ce que tu penses pour la suite que tu as dans ton réseau qui pourrait être sympa d'interroger dans ce podcast? Alors ça resterait toujours dans le rugby, mais ce serait le rugby féminin. Je trouve que ce serait vraiment chouette de les mettre en avant. Ce serait Safi Ndiaye,
Safi Ndiaye. Ouais, qui a arrêté sa carrière D'accord. depuis, qui est une vieille maintenant, si elle m'écoute. Non, qui a plus d'expérience avec la chambre. Et après, actuellement, tu as les sœurs Ménager Ok. qui sont encore dans le circuit, qui sont à Montpellier. Ça, c'est que des Montpelliéraines en plus. Donc, ouais, je pense que ce serait vraiment Ok. chouette Donc Safi Ndiaye, les sœurs ménagers. Ouais, Ok, bon, je note. Et tu me diras pour le message d'intro. yes, ça marche. Bon, en tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Moi aussi, On a merci fait beaucoup. franchement, c'était hyper inspirant. On voit que forcément, il faut faire preuve de gros caractère quand on vit une épreuve compliquée comme la blessure. Et que malgré tout, toi, tu as été capable de le faire 2 fois. Est-ce que tu as un message à faire passer à tous ceux qui passent un moment difficile, les sportifs qui vont vivre une blessure? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les aider? Non, je me sentirais même pas, je suis personne pour leur dire quoi que ce soit, mais en tout cas à travers ma petite expérience de vraiment toujours y croire et que franchement tout est possible parce qu'au vu de les scénarios que j'ai eus, moi j'y rêvais tous les soirs, hein. Je pensais tous les soirs que j'étais en demi-finale avec Montpellier, que je tentais un drop du pied gauche, ce qui n'est jamais arrivé. Ça, ce qui reste de l'ordre du rêve. Mais en tout cas, moi ça m'a bercé, quand je m'endormais le soir, que ça soit la deuxième année pour la Coupe du Monde ou la première année avec Montpellier pour potentiellement jouer ces phases finales là. C'est ouais, franchement de rêver quoi. De rêver, Ouais, personne ça peut te l'enlever. Et après mettre les choses en place et concrètement faire les choses, être avancé. Ouais, je dirais ça. Mais Ok. Top, encore merci Arthur. Et puis merci à toi, c'était très cool. à très bientôt. Ouais, à très vite. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a certainement des clés de performance que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant. Pour aller plus loin, j'ai 3 options. Option numéro 1, retrouvez-moi sur LinkedIn pour me faire part de votre retour sur l'épisode. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Option numéro 2, j'ai créé Sport & Green. Notre mission, c'est de transformer votre quotidien grâce à l'alimentation. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, on est là pour vous aider à faire de l'alimentation votre levier de croissance numéro 1. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site sportandgreen.com. Enfin, option numéro 3, partagez ce podcast à un maximum de personnes autour de vous afin de transformer les mindsets et de les aider à les guider vers de meilleurs résultats. Merci encore pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. No pain, more gain. Ah, j'ai oublié, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça aidera le podcast à avoir encore plus d'impact.